Sunday Night Production. Aujourd'hui, nous vous proposons un épisode spécial enregistré en immersion dans la province du Québec à l'occasion du QMT, le Québec Mega Trail, l'une des plus grandes courses du Canada. L'occasion de découvrir la culture locale de la course à pied, mais aussi de rencontrer des athlètes de légende comme Marianne Hogan, Anne-Marie Comeau ou encore Blaise Dubois, fondateur de la clinique du coureur. C'est parti. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur, l'émission de toutes celles et ceux qui aiment courir. Trail, route, piste ou encore triathlon, chaque lundi, venez améliorer vos connaissances sur l'entraînement, l'alimentation et la préparation mentale du coureur tout en vous amusant. Bonne écoute. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver ici au Canada et plus précisément dans la province du Québec à l'occasion du QMT, le Québec Mega Trail. L'année dernière, on avait posé déjà nos valises ici pour vous faire découvrir cette magnifique course et c'est vrai qu'à la suite de cet épisode, vous aviez été très nombreux et nombreuses à nous expliquer que voilà, vous auriez aimé en savoir un peu plus sur le Québec, sur son histoire, sur la culture running aussi au Québec et du coup, on vous a écouté et on vous propose aujourd'hui un épisode du coup un peu spécial. Ça va être assez différent de ce qu'on a l'habitude de faire, mais voilà, à l'approche des vacances, eh bien, on s'est dit que c'était un bon moyen d'allier découverte d'une nouvelle culture avec notre passion de la course à pied. Donc voilà, c'est un épisode à écouter, pourquoi pas lors d'une petite sortie running. Et on va découvrir ensemble, vous allez venir avec moi et on va découvrir ensemble la province du Québec. Alors, en guise d'introduction, qu'est-ce que je peux vous dire ? Ce qu'il faut savoir sur la province du Québec, eh bien, c'est qu'elle est déjà immense, elle a une superficie impressionnante de plus de 1,5 million de kilomètres carrés. C'est la plus grande province du Canada. Pour vous donner une idée, on pourrait y mettre 3 fois la France. Et il faut bien comprendre que Québec, c'est une province du Canada avec à peu près 8,5 millions d'habitants qui sont répartis majoritairement dans les grandes villes comme par exemple Montréal, Warwick ou encore la ville de Québec qui porte le même nom que la province. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus de l'architecture et de la beauté de cette ville ? Alors déjà, le Vieux-Québec est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est une cité qui est fière de son héritage français, tout en étant imprégnée des traditions amérindiennes et britanniques. Et finalement, c'est tout ce mélange de styles, de culture qui donne à la ville de Québec un charme vraiment assez unique. Et je suis sûr que si vous aimez l'histoire ou vous aimez l'architecture, vous allez trouver votre bonheur dans cette ville qui est vraiment magnifique. Alors ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller retrouver un Québécois bien connu des Français, monsieur Blaise Dubois, qui est le fondateur de la clinique du coureur. On ne pouvait pas passer au Québec sans aller le saluer. Et puis on va retrouver aussi Yannick, peut-être certains d'entre vous le connaissent puisque c'est un confrère, c'est aussi un animateur de podcast québécois. Et tous les deux, voilà, je leur ai demandé de nous parler un peu de la culture du running au Québec. Bref, j'ai plein de questions à leur poser et ils m'ont donné rendez-vous dans un café boutique qui s'appelle Faux Mouvement. C'est un café qui est vraiment dédié à la culture de la course à pied. Je crois que c'est un ancien sportif qui l'a créé. Et d'ailleurs, quand j'ai dit à mes amis que je venais au Québec, tout le monde m'a dit qu'il fallait que je passe par ce café. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on aille le découvrir ensemble. Allez, on se retrouve là-bas. Salut Guillaume, enchanté. Salut, ça va? Ça va très bien. Tout Québec m'a parlé de ton lieu. On m'a dit que c'est l'endroit où il faut venir ici au Québec quand on aime la course à pied. Est-ce que tu peux me faire un peu le tour du propriétaire ? En fait, Faux Mouvement, c'est un mélange de boutique destinée à la course à pied et d'un café pour coureurs. Puis on fait 3 fois par semaine, on fait des sorties de course en groupe. Dans le fond, les gens viennent nous rejoindre ici, on divise des groupes et on fait des petites courses sociales avec eux. Donc ici, on peut venir acheter du matériel de course, des chaussures, des tenues, ouais. Mais on peut aussi venir boire un café tout à fait. Et puis se retrouver après avec des communautés de coureurs. Ouais. Il y a beaucoup de communautés de coureurs ici au Québec? Oui, quand même. Nous ici, on a nos groupes de courses qu'on fait hebdomadairement, mais il y a plusieurs clubs dans la ville qui viennent, par exemple, les Cute, qui viennent chaque mercredi matin à 7 h. Ils arrêtent ici dans leurs courses. Puis oui, il y a plusieurs... Comment elle est l'ambiance alors? Est-ce que c'est plutôt des jeunes, c'est plutôt trail, c'est plutôt marathon? Qu'est-ce qu'on retrouve un peu ici en termes de coureurs? On retrouve un peu de tout. Dans nos sorties de groupe, c'est beaucoup, disons, on va dire, âge universitaire, donc relativement jeune, mais il y a de tous les âges. Là. On a un monsieur Yvon
Il a au moins 60 ans, puis il vient toutes les semaines. Génial. Il court avec n'importe tout le monde. Puis sinon, c'est par défaut ici, il y a beaucoup de gens qui courent en ville parce qu'on est dans le Vieux-Québec, on est centre-ville, mais on a quand même beaucoup de gens qui courent en trail, disons, la fin de semaine, qui vont sortir de la ville, aller au lac Beauport ou comme ça. Bah écoute, merci. Moi, j'ai rendez-vous avec Blaise de la clinique du coureur que tu dois bien connaître. Parfait, oui. Et puis Yannick aussi, qui est un coureur local. On a rendez-vous là dans 10 minutes. Donc je vais aller m'installer, puis je vais aller les retrouver. Parfait. Merci. Merci à toi. Salut Blaise. Alors toi, tu es physiothérapeute de profession et en 2008, tu as fondé la clinique du coureur. Alors c'est un mot qui, je suis sûr, va beaucoup parler à nos auditeurs puisque tu t'es beaucoup développé en France. Tu es québécois d'origine et tu connais très bien l'histoire et l'évolution du trail running ici au Québec. Donc je suis sûr que tu vas pouvoir m'aider à y voir un petit peu plus clair sur le lien qu'entretiennent les Québécois avec la course à pied. Comment est-ce que tu vas ? Je vais très bien, merci Guillaume. Alors, je ne veux pas te corriger, mais je suis suisse d'origine, immigré au Québec, mais j'étais tout jeune, j'avais 10 ans. Et effectivement, j'ai développé la clinique du coureur qui roule beaucoup en France, en Europe francophone, entre autres. Eh ben, tu vois, j'en apprends tous les jours. Alors toi, Yannick, tu es coureur québécois passionné par le trail. Tu es aussi un confrère, puisque je crois savoir que tu es le créateur du podcast Pas sorti du bois, podcast québécois dédié au trail running. C'est un plaisir de t'avoir aujourd'hui derrière le micro. Du coup, ça doit changer un petit peu de toi sur la partie interview. Comment est-ce que tu vas? Ça va super bien. Écoute, c'est un plaisir de partager. Je vous écoute. Donc, c'est le fun de se retrouver de l'autre côté. Puis, effectivement, c'est ça. J'ai parti Pas sorti du bois il y a presque 3 ans. Non, il y a 3 ans. Puis, je cours des ultra-trails depuis environ 5 ans. Alors Blaise, je me tourne en premier vers toi et la première question que j'ai envie de te poser, est-ce que le Québec est une véritable terre du running? Depuis combien de temps ce vaste et magnifique paysage voit-il défiler des coureurs à pied? Alors, on court au Québec depuis très, très longtemps, effectivement. L'Homo sapiens, en fin de compte, courait déjà. Probablement que les Premières Nations couraient passablement aussi. Par contre, l'histoire de la course à pied, comme on la connaît, moderne, avec des chaussures et des compétitions, etc., c'est beaucoup plus récent. Et au Québec, je pense qu'on est beaucoup plus... on a une culture beaucoup plus du sport d'équipe, avec le hockey, avec le baseball, qui fait en sorte que la course à pied reste quand même un sport qui est quand même peu connu. Et bon, depuis... les années, je dirais 80, il y a eu un beau boom au niveau de la performance, de coureurs de performance. Et depuis les années 2000, là, on est beaucoup plus dans la course récréative. Et là, il y a beaucoup de coureurs maintenant. Mais j'oserais dire peut-être un petit peu moins qu'en Europe, en France. Et j'ai l'impression que le trail, assez bizarrement, parce qu'ici, vous avez quand même des sentiers assez incroyables, c'est un peu plus récent. Aujourd'hui encore, la course sur route, ça reste vraiment le premier, la première discipline de cœur des coureurs québécois, même si le trail s'est beaucoup développé, et ça tu vas nous le dire Yannick, j'ai l'impression là, que ça augmente, mais ça arrive un peu plus sur le tard, j'ai l'impression que par rapport au vieux continent. Effectivement, en fait, les premières courses de trail, on parle de 2011, c'est très récent. Et on était fortement inspiré par nos voyages en Europe, en France, avec l'UTMB et tout. Mais c'est effectivement très, très récent. Et pour à peu près 400 courses sur route au Québec, on n'a même pas 50 courses de trail au Québec. Donc, même si ça évolue rapidement, en fin de compte, dans les dernières années, clairement, c'est pas comme en Europe où il y a eu un boom de trail beaucoup plus précoce que chez nous. On va revenir tout à l'heure, Blaise, sur un peu les courses parce que je suis sûr que j'ai d'autres questions à te poser par rapport à ça. Mais Yannick, donc toi, je le disais à l'instant, tu es coureur québécois. J'imagine que c'est pas forcément de tout repos puisque ici, au Québec, le climat, il est assez changeant. Vous avez des saisons qui sont très marquées. Jamais tranquille, parce que l'été, il y a l'humidité, il y a de la chaleur. L'hiver, il fait froid, il fait même très, très froid. Est-ce que c'est pas trop dur d'être un coureur au Québec? Je pense que c'est un défi, mais en même temps, on vit ici, on est habitué à ça depuis longtemps, puis il y a toujours des moyens de pouvoir sortir courir. Puis je pense que ça fait de nous des coureurs, des coureuses de trail qui ont un mental d'acier. Puis on le voit quand on voit des Marianne Hogan qui vient d'ici, qui s'entraîne ici, qui a des succès à l'international. C'est un exemple parmi d'autres où je pense que quand on s'entraîne 12 mois par année, quand on y va dans les grands froids, puis quand il faut faire nos entraînements, peu importe si la météo est à 0 ou à moins 40, il faut le faire. Je pense que ça travaille le caractère. Puis physiquement, ben, c'est sûr que c'est un grand défi de courir l'hiver. Je pense que la plupart des athlètes d'ultra-trail vont s'entraîner 12 mois par année. Puis s'ils prennent une saison morte en hiver, ils vont troquer les espadrilles de course pour un autre sport hivernal. Donc, on va être dehors face aux éléments.
Je pense que ça contribue à la force mentale de nos athlètes. Puis on le sait qu'en ultra-trail, la force mentale est très importante, joue beaucoup dans la balance. Alors, à l'UTMB, sur le col Ferré, quand on dit qu'il fait 4 degrés, qu'il fait très froid, ça doit faire sourire les coureurs québécois. Exactement. Quand on entend, moi je l'ai vécu l'an dernier comme coureur, l'UTMB, mais je l'ai aussi suivi longtemps comme spectateur. Puis c'est toujours drôle quand on entend parler des grands froids ou le kit grand froid qui parfois on ajoute au matériel obligatoire. Mais en même temps, on comprend que c'est des conditions alpines extrêmes, puis c'est tout à fait correct. C'est correct. Moi, j'avais mes pantalons longs qui étaient prêts dans le fond de mon sac, mais j'ai pas eu à les utiliser. Moi, je cours jusqu'à moins 10, moins 15 en culotte courte l'hiver, là. Alors justement, une question qu'on peut se poser, et ça peut-être que nos auditeurs et auditrices, ça les concerne aussi, c'est qu'une des particularités ici, c'est qu'il neige. Et est-ce que l'hiver, du coup, et ça peut-être Blaise va pouvoir nous répondre, est-ce qu'il y a votre foulée, par exemple, est-ce qu'elle va changer? Est-ce qu'il y a aussi des risques peut-être un peu plus de blessures? Est-ce qu'au niveau traumatologique, je ne sais pas, dans ton cabinet, tu vois plus arriver des coureurs quand il fait froid? Est-ce que ça a un impact, ça? Alors, effectivement, la surface peut avoir un impact sur le changement de la foulée qui, elle, peut avoir un impact sur quel tissu est plus ou moins stressé et donc quel tissu non adapté pourrait se blesser. Donc, effectivement, il y a une problématique chaque fois qu'on change de sport, qu'on change de surface, qu'on change d'environnement. En fin de compte, on s'expose pendant une période d'adaptation. Et moi, bien évidemment, je suis propriétaire, je suis physio, hein, je vois des patients blessés. Donc, il y a des périodes dans l'année où j'en vois plein. Et là où j'en vois le plus, c'est au printemps, quand tout le monde s'énerve parce qu'ils sont trop contents d'aller dehors parce qu'il fait beau. Et puis, quand il y a des changements de surface et que là, on fait le même 100 km qu'on faisait sur la route, mais on le fait sur une route qui est glissante avec un petit toe-off, un petit glissement qui vient créer des stress plus importants. Tu sais, il y a une chose qui est quand même spéciale au Québec, c'est que l'amplitude thermique est entre 80 et 100 degrés parce que l'été, il fait relativement chaud. Hein. On a des périodes où il peut faire très chaud. Et l'hiver, moi, j'ai immigré quand j'étais jeune au Lac-Saint-Jean. On avait des moins 40 sans le facteur vent en plus. Donc, clairement, il y a des petites journées dans l'année où on fait des sports un petit peu plus doucement dehors. Alors justement, les spots pour courir au Québec, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Est-ce que tu as des endroits, des petites pépites peut-être à nous partager si un jour certains de nos auditeurs ou auditrices viennent visiter cette ville, ou est-ce qu'il faut absolument aller courir? En fait, je vais prêcher pour ma paroisse. Ce qui est le fun de la ville de Québec, c'est qu'on a un beat urbain, on s'entend, on est une ville de, je sais pas, 1 million d'habitants, mais on a vraiment une proximité avec la nature. Puis nord, sud, est, ouest, on a des terrains de jeu qui sont exceptionnels. Je pourrais pas être assis à côté de Blaise ici puis pas parler de la trail de la clinique du coureur. Donc, une course qui a lieu début juin, mais qui est balisée à l'année. Donc, quelqu'un qui arrive puis qui veut pas se casser la tête à faire de la navigation puis tenter de trouver des sentiers puis peut-être se perdre ou se ramasser sur des terrains privés. Ça arrive ici qu'on est chez les gens au bout d'un sentier. Bien, le trail de la clinique du coureur est balisé à l'année. Sinon, ben, on s'en va faire le Québec Méga Trail dans quelques jours. Le Mont-Sainte-Anne, ce réseau-là, Charlevoix, c'est exceptionnel. Donc, si quelqu'un visite le Québec, a envie d'aller se balader, que ce soit en randonnée ou en course de trail, Charlevoix serait ma recommandation numéro 1, disons. Le Mont-Sainte-Anne, alors ça, c'est vraiment un spot incontournable des trailers québécois. Et je pourrais même rajouter, si jamais vous voulez faire 8 heures de voiture, vous pouvez aller en Gaspésie, aller au Mont-Albert, aller sur les hauts plateaux. C'est juste qu'ici, tout est loin. C'est un peu ça le truc. Donc, je suis d'accord. C'est ça qui est le fun avec le lac Beauport. Et il est à 20 minutes de Québec, puis on va aller faire 70 km de sentiers balisés. Voilà. Mais sinon, il y a des places magiques au Québec pour aller courir. On a une belle diversité aussi. Tu sais, Blaise parle de la Gaspésie, les Chic-Chocs. C'est un environnement qui est complètement différent de ce qu'on va retrouver ici. Puis si on va un peu plus au sud, en Estrie, on a des trails qui ressemblent un peu plus à ce qu'on peut retrouver au Vermont, au New Hampshire, donc de la trail américaine, parfois un peu plus roulante, mais très montagneuse. Donc, on a vraiment une belle diversité. Mais comme Blaise dit, il faut prendre sa voiture et il faut se déplacer. Alors, au niveau de l'entraînement, moi j'aimerais parler un peu de la culture de l'entraînement. Est-ce qu'on va être plutôt en sur-piste? Est-ce qu'on va avoir tendance à faire beaucoup de kilomètres? Est-ce qu'au contraire, on va essayer d'avoir des prépas un peu plus minimalistes? Quelle est la vision globalement ici de l'entraînement à la québécoise? Moi, je pense que c'est très variable. Hein? C'est très variable des différents profils de coach, des différentes visions. Il y a effectivement, quand on revient, on rembobine un peu jusque dans les années 80, il y a vraiment une culture de on borne, on fait du 200, du 250 km par semaine. C'est suivi après ça de la qualité. Donc là, même les coureurs de route et de marathon faisaient beaucoup plus de la qualité avec des volumes beaucoup moins importants. Et j'ai l'impression quand même que maintenant, nos tout jeunes là recommencent à mettre du volume et à faire beaucoup de kilométrage parce que, en fait, on voit quand même, il y a une corrélation
directe entre le nombre de kilomètres et la performance des athlètes. Donc, même si, d'un point de vue physio, moi, je préfère qu'ils fassent un peu de muscu puis qu'ils fassent un petit peu plus de qualité puis pas trop de volume, quoique la qualité peut blesser aussi, mais il y a quand même une petite tendance, j'ai l'impression, à revenir vers on fait du kilomètre. C'est vrai qu'on l'a vu aussi en France, on a vu une vague un peu minimalisme où on disait voilà, il fallait courir moins souvent. On avait des entraîneurs qui disaient à partir de 70-80 km, on est en surentraînement. Il y a eu un peu cette logique-là, et puis on voit aujourd'hui qu'on est revenu un peu dans des extrêmes où on est passé de 140 km à 80 et là on passe d'un coup à 200. Donc c'est vrai que c'est marrant de voir que même au Québec ces visions-là elles se séparent. On a du mal avec la nuance souvent. On veut toujours partir dans un extrême ou dans un autre. Oui, puis je pense aussi qu'il y a une influence, c'est ce qui est le fun, autant culturellement hors trail que dans le trail. Il y a une influence à la fois américaine de par notre proximité et européenne de par notre langue, de par le fait que le sport est très, très, très gros en France. Puis je pense que dans l'entraînement, tu sais, 2010, 11-12, des années très déterminantes dans la culture du trail, la sortie de Born to Run, Anton Krupicka, les semaines de 350 kilos, c'est une influence qui demeure. Puis comme Blaise dit, on en voit des jeunes athlètes mettre le volume. Puis il y a une corrélation, mais après ça, il y a un risque de blessure. Mais cette influence dans l'entraînement comme dans l'approche des courses, l'organisation des courses, on le sent vraiment. Là. Quels sont les grands événements populaires, que ce soit sur route ou sur trail, que tu pourrais peut-être conseiller voilà, les plus... on va parler après des plus atypiques, mais là, j'aimerais qu'on se rencontre sur les plus populaires, incontournables. Alors, si on commence par la route, bien évidemment, il y a toutes les courses du Marathon de Montréal et dans la région de Québec, toutes les courses du Marathon de Québec. Donc, il y a vraiment des courses... c'est les deux gros événements phares, en fin de compte. Parcours rapide? Qui sont des parcours... alors, Québec, pas tant. Même Montréal, c'est pas si rapide, mais quand même un peu plus. Mais Québec, j'ai fait le demi-marathon l'année passée pour le plaisir, mais tu montes dans Haute-Ville, tu redescends bas. Ça monte, ça descend. Hein, voilà, il y a quand même... c'est pas des demi et des marathons rapides. Hein, tu m'étonnes qu'ils sont bons en trail ici, parce qu'il y a quoi faire du dénivelé. Hein. Et puis, ça, c'est nos deux gros événements. Après ça, il y en a plein d'autres, bien évidemment. Et puis, en trail, je dirais qu'il y a deux gros événements phares. Il y a le Québec Méga Trail et il y a Arikana, qui sont vraiment les deux gros événements. Et comme je suis l'organisateur et le fondateur de la Clinique du coureur, je vais le nommer dans les trois. Mais c'est un petit peu plus petit quand même. Mais c'est une course tout proche de Québec ici, facile à faire et qui est très bien organisée aussi, comme les deux autres événements. Mais on a vraiment deux événements qui se détachent à l'international, qui sont Arikana et Québec Méga Trail de façon assez claire. Une grosse culture ultra quand même. Hein. Ouais. Mais plus que le trail, c'est vraiment l'ultra distance qui plaît ici. Oui, mais chaque événement a une panoplie de distances. Le Québec Méga Trail, en fin de semaine, je pense que c'est 10 ou 11 distances. La Clinique du coureur, il y en a énormément. Chaque événement, on en a vraiment pour tous les goûts, tous les profils de coureurs. Donc ça, c'est le fun aussi quand même. Oui, on parle souvent des ultra-trails parce que c'est dans le nom de l'événement, mais ils ont aussi un 20 km, un 30 km. Mais ici, on n'a pas juste les ultra-trails, on a les méga-trails. Oui. Toujours plus. Alors, moi, j'aimerais pour conclure un peu cet échange, j'aimerais qu'on parle d'un élément. Donc, toi, Blaise, tu as fondé la Clinique du coureur. Vous avez beaucoup œuvré, notamment pour faire un peu de pédagogie, de prévention. C'est vrai qu'en France, on avait un petit peu de retard. Voilà, avant les années 2000, il y avait plein de grands athlètes qui ne fréquentaient jamais de kiné. C'était plutôt la culture en France, en tout cas, d'être voilà, on se plaint jamais. Quand on a mal, on le dit pas. On est fort, on est solide. Voilà, la prépa mentale, encore aujourd'hui en France, c'est quelque chose d'assez marginal, qui peut même être assez mal vu à l'INSEP encore aujourd'hui. Et c'est vrai que par rapport à la culture américaine, où les équipes, les teams, dans la course à pied, mais même dans les sports plutôt collectifs, où là il y a vraiment des teams où on les voit sur les terrains, c'est assez médicalisé. Il y a une différence de culture, j'ai l'impression, en tout cas entre la France et le Québec. C'est la santé, l'écoute de son corps. Ça, c'est des éléments qui sont importants pour les coureurs québécois. Alors, je ne suis pas sûr que le québécois est très différent du français. On a probablement une historique à peu près similaire, mais effectivement, la Clinique du coureur qu'on a fondée en 2008, en fin de compte, enseigne dans 15 pays actuellement les meilleures pratiques sur la prévention des blessures. Donc, on a une veille scientifique de la littérature. En triant cette littérature, en fin de compte, on amène des aspects très pratiques pour les coureurs et pour les professionnels de la santé, et on donne de la formation pour les médecins, les physios, les professionnels, les podos, etc. Et en fait, l'idée, c'est de plus éduquer les professionnels
professionnels, à pouvoir transmettre les bonnes informations parce qu'on est dans un milieu où les mythes et les fausses croyances sont absolument phénoménales et abondantes et on continue de perpétuer des fausses croyances de façon très, très importante. Donc, ça a été la raison d'être un peu de la clinique du coureur. Mais le coureur lui-même, en fin de compte, il se blesse bien évidemment comme en France et puis souvent il ne vient pas voir le physio et voilà. Mais la notion de prévention des blessures, aujourd'hui c'est vrai que ça nous paraît notamment en raison de tous les acteurs qui ont fait de la prévention, mais la notion de prévention des blessures, c'est quelque chose de très récent encore. L'idée d'anticiper, de plus soigner mais d'anticiper, c'est quelque chose qui a une dizaine d'années, quoi. Effectivement, et c'est peut-être la raison pour laquelle la clinique du coureur a tant de succès en France. C'est que finalement, on est arrivé dans un marché où personne n'en parlait vraiment. Cette partie prévention. Et la prévention passe beaucoup par des choses qui sont en plus extrêmement simples, c'est-à-dire bien quantifier son stress mécanique, progresser graduellement, écouter son corps, sans nécessairement que ça passe par un équipement phénoménal ou quoi que ce soit d'autre. Donc, on est dans des choses qui peuvent être très, très simples pour justement profiter au maximum de son sport, en profiter, être heureux dans son sport sans se blesser. C'est pas les chaussures alors qui nous évitent de nous blesser? Alors malheureusement non, et on se questionne des fois même si ça peut pas occasionner certains bobos. Bon, écoutez, merci en tout cas, ça a été un échange passionnant. Est-ce que tu seras au Québec Méga Trail, toi Yannick? Est-ce qu'on va devoir courir? Tout à fait. Moi, à chaque année, j'ai fait une distance différente sur le Québec Méga Trail. Donc là, cette année, ça va être le 80 km samedi. Qu'est-ce que tu aimes justement dans cette course? Tu veux donner un petit peu envie à nos auditeurs d'y s'y intéresser? D'abord, le sentiment de communauté. C'est une course qui... Tout le monde est ici. Tous nos amis, tous les ultra-trailers mettent le Québec Méga Trail dans leur calendrier ou à peu près. Mais au-delà de ça, la difficulté des parcours, dans le bon sens du terme, dans le sens où c'est hyper challengeant, des portions qui sont magnifiques. Ça permet de connecter des sentiers qui sont mythiques ici, le sentier des Caps de Charlevoix. Après ça, le sentier de la Mistachibo, le Mont-Sainte-Anne qui est à Québec, dans la région de Québec, c'est notre plus haute montagne de ski. Connecter tous ces éléments-là, on part du massif qui est à l'autre bout, puis tu termines au Mont-Sainte-Anne. Il y a vraiment quelque chose de magnifique dans ces sentiers-là qu'on connecte l'un à l'autre pour se rendre au point final. Puis la technicité des sentiers. C'est des sentiers qui sont ultra techniques. On en parlait tantôt avant de commencer à la blague parce qu'il y a la petite compétition au Québec, c'est quoi les courses les plus techniques, mais je pense que pour le public européen ou même le public américain, de venir ici, tout est technique comparé à ce qu'ils ont, mais le Québec Méga Trail a des portions qui sont extrêmement magnifiques, mais extrêmement brutales. Merci à vous deux, et puis rendez-vous maintenant sur le QMT. Oui, certainement. Merci beaucoup. À dans 2 jours. Ça m'a fait super plaisir de pouvoir discuter avec Blaise et Yannick, d'autant plus qu'avec Blaise Dubois, on n'avait jamais encore eu l'occasion vraiment de faire connaissance. Et d'ailleurs, cette discussion, elle m'a donné faim et c'est le bon moment pour vous parler un peu de la gastronomie québécoise, car ici, je peux vous dire qu'on mange extrêmement bien. On va retrouver des plats, bien sûr, comme la tourtière. Alors la tourtière, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de tourte à la viande. Ou encore le fameux dessert un peu phare ici au Québec, c'est le pudding qu'ils arrosent généreusement avec du sirop d'érable. Alors ça, c'est pour l'influence britannique. Mais heureusement pour nos palais, ils ont quand même pris leur distance avec cet héritage pour se concentrer sur leurs propres produits du terroir. Et d'ailleurs, au Québec, on trouve d'excellents fromages et même de la très très bonne charcuterie. Et c'est, ce qui est assez rare quand même en Amérique, assez facile de trouver des restaurants qui proposent une cuisine à base de produits locaux, notamment le fameux saumon sauvage qui provient directement des nombreuses rivières aux alentours. Et je peux vous dire que le saumon sauvage, c'est quand même autre chose que le saumon d'élevage qu'on peut trouver chez nous en France. Alors les Québécois, ils préparent généralement le saumon de manière très très simple. L'idée, c'est vraiment de préserver au maximum son goût. Ils vont le cuisiner, alors soit grillé, soit fumé, soit cuit à la vapeur ou encore servi en tartare. Et je peux vous dire qu'un filet de saumon sauvage grillé à la perfection, c'est quand même autre chose qu'un fish and chips. Et pour accompagner ce saumon, alors là, on oublie la crème cheese et les bagels. Désolé pour nos amis anglais. Au Québec, on préfère déguster le saumon avec un bon verre de vin blanc. Alors soit du pinot gris, du chardonnay, du sauvignon. Ça, c'est les cépages qui sont cultivés ici en local. Alors pourquoi s'en priver ? Justement, en parlant de la culture québécoise, ce que je vous propose, c'est de partir à la rencontre de l'historien Martin Paquet afin d'en savoir un peu plus sur l'histoire du Québec. Il m'a donné rendez-vous sur les plaines d'Abraham face au fleuve Saint-Laurent. J'ai hâte d'aller le retrouver et lui poser toutes mes questions pour en savoir un peu plus sur l'histoire du Québec. On se retrouve là-bas.
Bonjour Martin, comment allez-vous? Bonjour, ça va bien. Et Je vous? suis Guillaume dans le tête d'un coureur. Oui. Bah écoutez, si vous êtes disponible, on peut aller discuter tout de suite. Pas de problème, le fleuve est là. C'est parti. Bonjour Martin, alors vous êtes professeur au département des sciences historiques à l'Université de Laval à Québec et on m'a dit que vous étiez vraiment la bonne personne pour m'aider à y voir un petit peu plus clair sur l'histoire et surtout la culture québécoise. Comment est-ce que vous allez aujourd'hui? Je vais très bien, mais merci beaucoup pour les compliments. Bon, bah, je suis sûr qu'on est dans de très très bonnes mains. Alors, évidemment, hein, l'une des particularités, et pas des moindres, c'est qu'au Québec, on parle français, et c'est plutôt une exception sur le continent nord-américain. On parle français, pourtant on est quand même à plus de 5300 km de Paris. Alors comment expliquer cette présence de la langue de Molière ici sur le continent américain? Eh bien, une langue, il faut bien comprendre, une langue nous permet de comprendre un environnement. Et les premiers habitants qui sont venus de France, ils sont venus de l'ouest de la France pour la plupart d'entre eux. Ils viennent de la Normandie, De la Bretagne, je crois. la Bretagne. Il y a également beaucoup de personnes qui viennent de la Charente-Maritime actuelle. Donc, ce sont des gens qui, déjà là, à l'origine, parlent le français en arrivant. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier que la France, au 16e siècle, est un pays où on ne parle pas français partout. On le parle dans les villes, mais on ne le parle pas dans les campagnes. Et principalement, on le parle dans l'Île-de-France, la région de Paris. Et les premiers habitants sont venus, d'une part, ce sont des hommes qui viennent, ce sont des soldats qui viennent. Leur commandant parle français. Ils n'ont pas le choix de parler français, d'une part. Et le deuxième groupe d'importance, c'est ce qu'on appelait les filles du roi. Les filles du roi, pour pouvoir peupler cette colonie, la rendre plus permanente en tant que telle, eh bien, ce qu'on fait un programme de peuplement grâce aux femmes, et ces femmes viennent de l'Île-de-France. Donc, la notion de langue maternelle, le français, elle est littérale ici. C'est la langue des femmes à l'origine. Ce sont les femmes qui viennent et qui parlent le français et qui, par la suite, par l'éducation, ainsi de suite, vont transmettre le français à leurs enfants. Donc, c'est un élément qui permet justement d'expliquer pourquoi, dès les débuts, la province de Nouvelle-France, qu'on appelle en 1661, eh bien, c'est une province où on parle partout le français. Alors justement, en parlant de français, il y a une personnalité ici marquante dans la ville de Québec, c'est Samuel Champlain, un navigateur français à qui l'on doit la fondation justement de la ville de Québec. Mais pourquoi est-ce que finalement ce Français a-t-il jeté son dévolu sur cette ville? Y a-t-il une raison particulière pour laquelle cette ville a attiré son attention à ce cher Samuel? Bon, il faut bien comprendre pourquoi que l'entreprise coloniale française s'établit en Amérique du Nord. Elle s'établit en grande partie pour les dimensions de commerce. Et le commerce, le plus important, c'est le commerce des fourrures. Donc, il faut donc traiter avec les Autochtones sur place. Il faut donc rejoindre ces tribus autochtones pour pouvoir échanger, entre autres, des produits manufacturés contre des fourrures. Québec est un lieu d'échange pour les Autochtones dès les origines. Donc, ils viennent de l'intérieur du continent, ils se rencontrent, entre autres, à Québec. Et comme c'est un lieu d'échange, c'est pour ça que Samuel Champlain va privilégier Québec comme lieu d'échange. Donc l'idée, c'était plutôt de venir sur les terres pour pouvoir faire du commerce, notamment la fourrure, avec les peuples autochtones. Donc c'était finalement un commerçant, c'était une personne. Est-ce qu'il était mandaté par le roi? Est-ce qu'il était mandaté par une puissance bourgeoise? Comment ça s'est passé? En effet. Et il faut bien comprendre que l'entreprise coloniale française, c'est une entreprise de compagnie. Ce sont des compagnies qui vont s'établir, qui vont financer des voyages et qui vont pouvoir rentabiliser justement ces voyages. Il ne faut pas oublier que la fourrure, à ce moment, est une denrée qui est très rare en Europe. On s'en sert pour les chapeaux, on s'en sert pour les vêtements, pour le feutre. Et en même temps, à l'époque, au 17e siècle, c'est une période où il y a un refroidissement climatique important. Donc, pour plusieurs, bénéficier de chapeaux de fourrure, bénéficier de manteaux de fourrure, c'était vital. C'est vital. Donc, la fourrure est donc un instrument, un produit particulièrement prisé à l'époque. Et c'est pour cette raison qu'on va s'établir ici en Nouvelle-France. L'autre élément qui est important, c'est qu'il va s'établir ce qu'on appelle le commerce triangulaire. Donc, où les navires partent de France avec des produits manufacturés,
vont se rendre en Afrique, vont prendre des esclaves, vont se rendre à l'île de Saint-Domingue, qu'on appelle actuellement Haïti, entre autres, pour cultiver le sucre. Et le sucre est une denrée particulièrement importante. On va venir ensuite en Nouvelle-France pour ramasser les fourrures et ensuite retourner en France une fois la saison de navigation terminée. L'idée, c'était vraiment de rentabiliser au maximum les voyages, les expéditions. Et donc, on allait comme ça sur plusieurs continents, histoire d'aller commercer. Alors justement, Martin, si on remonte un peu plus loin, avant même l'arrivée de Samuel Champlain, d'autres peuples occupaient déjà ce territoire. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces communautés qui étaient présentes avant l'arrivée des Européens et comment ces derniers se sont finalement, j'ai presque envie de dire, intégrés malgré eux peut-être, dans ce nouveau monde? Eh bien, pour les peuples autochtones, les premiers peuples qui se sont installés, ce qu'on appelle l'île de la Tortue, et c'est le nom qu'ils donnent justement au continent nord-américain, eh bien, on les retrouve dès la fin de l'ère glaciaire. Ici, donc. C'est des peuples qui venaient d'Asie, c'est des peuples qui venaient d'où justement? On sait à peu près? On sait à peu près qu'ils viennent d'Asie. Il y a plusieurs vagues de migratoires qui se sont établies. Et ce qu'on retrouve ici, ce sont essentiellement des Inuits, c'est-à-dire qu'on appelait auparavant des montagnais, qui vivaient de chasse, en grande partie sur les deux côtés du Saint-Laurent. On retrouve également des Mi'kmaq. On retrouve également aussi des Wendat, ce qu'on appelait aussi à l'époque des Hurons. Donc, ce sont ces peuples qui se rencontrent, qui font commerce entre eux, qui font parfois la guerre entre eux pour le territoire de chasse. Et c'est à ce moment où que les premiers Européens, lorsqu'ils vont arriver ici, eh bien, ils arrivent pour le fleuve parce qu'ils suivent en grande partie les bandes de morues. Dès 1450, on retrouve des Européens, et particulièrement des Basques, dans la vallée du Saint-Laurent, pour qu'ils viennent ici pêcher la morue, qu'ils sèchent la morue avant de partir, pour retourner ensuite au Pays basque. Et lorsque Jacques Cartier vient en 1534, eh bien, il suit en grande partie les routes de ces navigateurs basques qui sont venus ici à ce moment. Et c'est à ce moment qu'il rencontre évidemment les peuples autochtones qui sont présents tout le long du Saint-Laurent. Mais il y avait du coup quand même un échange marchand, il y avait une entente qui était cordiale, quelques guerres. Comment ça se passait? On a peut-être des fois une vision un peu caricaturale de cette partie-là, mais comment ça se passait réellement? Eh bien, il faut bien comprendre que les Français, contrairement aux Espagnols au Mexique ou encore aux Anglais, par exemple, dans certaines des 13 colonies, sont minoritaires et sont fortement minoritaires lorsqu'ils arrivent ici. Ils n'ont aucun intérêt à faire une colonisation qui soit violente, d'en s'emparer des peuples en tant que tels, parce qu'ils ne connaissent pas le pays, ils sont surtout particulièrement minoritaires. Ils ont besoin d'eux. Donc, ils vont agir par pragmatisme. Ils vont être très pragmatiques parce que, d'une part, ces expéditions coûtent très cher, et une expédition militaire coûte encore plus cher. Donc, ils vont privilégier la voie du commerce. Martin, on va revenir à une époque un peu plus contemporaine. Et la question que l'on peut se poser, c'est comment est-ce qu'on explique que finalement la langue française elle a survécu malgré l'influence anglaise et les tentatives aussi d'assimilation qui ont été très fortes, je crois, dans les années 70. Non seulement elle a survécu, mais j'ai même envie de dire qu'elle a prospéré. Et elle est presque devenue aujourd'hui un vrai symbole de la résilience, de l'identité québécoise. Eh bien, effectivement, la langue française est demeurée parce qu'il faut comprendre à quoi sert une langue à l'origine. Une langue sert à interpréter le monde qui nous entoure. Et dès les origines, dès le peuplement français en Nouvelle-France, et après, sous le régime anglais, comme on l'appelle, eh bien, le français est demeuré particulièrement important comme langue. D'une part parce que c'est un prestige international, mais surtout parce que l'usage de cette langue permettait de comprendre le monde dans lequel les Canadiens, comme on les appelait à l'époque, par la suite les Canadiens français, comme on les appelait par la suite, ont pu maintenir leur langue. Donc, ça se manifeste entre autres par, en grande partie par la famille. Donc, on parle français en famille. Ensuite, ça se manifeste par les institutions. Entre autres, le système d'éducation, par exemple. Le système des écoles favorise encore le français, contrairement à ce qu'on retrouve en Irlande, par exemple, où le gaélique va être chassé assez rapidement pour être remplacé par l'anglais chez les Irlandais, parce que les écoles, entre autres, enseignent en anglais.
Ensuite, on retrouve également la vie sociale, la vie culturelle. Les journaux sont souvent publiés en français. Et ce qui est intéressant avec le régime parlementaire qui s'instaure ici à partir de 1792, le système parlementaire va s'exprimer dès les origines en français, mais en empruntant en anglais, justement, certains des termes qui sont importants pour la vie parlementaire. Donc, assez rapidement, ce qu'on voit avec le français ici au Québec, il se distingue assez rapidement de celui qui se développe en France parce qu'il accepte, entre autres, beaucoup de termes qui correspondent à la réalité du monde anglophone, entre autres dans le système parlementaire. Alors, j'ai remarqué quelque chose depuis que je suis arrivé au Québec, c'est cette fameuse devise qu'on voit un peu partout, même sur les plaques d'immatriculation, je crois toutes les plaques quasiment d'immatriculation, il y a inscrit cette devise qui est « Je me souviens ». C'est plutôt fort comme message, mais quelle est la signification et pourquoi cette phrase « Je me souviens » est-elle la devise du Québec? De quoi vous vous souvenez? Il faut voir l'origine du terme « je me souviens », c'est à partir justement de la Confédération canadienne. À partir de 1867, on crée désormais la province de Québec, comme il y a la province de l'Ontario, avec leur législature particulière. Donc, la province de Québec, lorsqu'elle est créée, c'est la seule province canadienne à ce moment-là où il y a une majorité francophone. Donc, on insiste beaucoup sur cet élément distinctif dès les origines. Et c'est un poète qui s'appelle Pamphile Lemay qui, en 1882, va écrire ce poème qui me souvient que né sous le lys, j'ai grandi sous la rose. Donc, cette expression, je me souviens que né sous le lys, c'est-à-dire né comme français, j'ai grandi sous la rose d'Angleterre, c'est le terme de « je me souviens », ce qui est une façon de concilier ici l'histoire singulière de ces francophones en Amérique du Nord qui vivent au Québec. Merci beaucoup Martin d'avoir pris le temps de discuter avec nous et puis pour toutes ces informations. Ça a été un plaisir d'échanger. Puis je vous dis à très bientôt, j'espère. À bientôt. Échange très intéressant avec Martin. J'espère que maintenant l'histoire du Québec n'a plus de secret pour vous. Ce que je vous propose de faire, je vais vous emmener avec moi dans la soirée de lancement du Québec Méga Trail. On va pouvoir aller rencontrer le directeur de course, celui qui est à l'origine de cette épreuve, pour qu'il nous parle un peu plus du QMT et des spécificités des courses québécoises. On se retrouve avec lui là-bas. Alors, je suis avec Jean Fortier. Jean, alors nous, on se connaît, puisqu'on a fait connaissance l'année dernière. Nos auditeurs aussi, en tout cas les auditeurs qui étaient là l'année dernière et qui ont suivi le Québec Méga Trail sur le podcast te connaissent aussi. Mais pour les nouveaux auditeurs, et ils sont nombreux, est-ce que tu peux nous rappeler un peu qui tu es et surtout, qu'est-ce que c'est que le Québec Méga Trail? Alors, je suis le directeur de course, si on veut, du Québec Méga Trail, un des premiers organisateurs de courses de trail au Québec. Le Québec Méga Trail a 12 ans d'histoire, mais à l'époque, j'ai déjà fait le Transvallée qui date de 2008. Et puis, de fil en aiguille, moi, je suis de la région ici, donc du Mont-Sainte-Anne, la Côte-de-Beaupré, et j'ai créé le Québec Méga Trail avec une bande d'amis. C'est devenu au fil des années une grande course, je crois, du moins au Canada. Et puis on en est très fiers. Puis on aime inviter les gens de partout dans le monde, de toutes les régions du Canada à venir nous visiter et des États-Unis. Alors le format phare vedette du Québec Méga Trail, c'est le 100 miles, un ultra trail à l'état sauvage. Évidemment, le Québec Méga Trail, c'est pas seulement de l'ultra, il y a aussi des courses beaucoup plus accessibles et ouvertes à toutes et à tous. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces courses-là? Ah ben oui, parce qu'on essaie d'être le plus inclusif possible. Donc, on fait évidemment de l'ultra, comme tu l'as dit, mais on fait des petites distances pour inclure un peu les débutants, si vous voulez, les initiés à la course à pied. Donc, on a le 6 km, le 10 km qui part du sommet du Mont-Sainte-Anne et qui est pratiquement tout descendant, un 25 km. Et cette année, une nouveauté, un 21 km. Et cette année, on aura un membre de l'équipe de Dans la tête d'un coureur, Pierre-Emmanuel Hutto, qui va s'élancer sur le 15 km avec un objectif, finir premier
premiers Français de la course. Alors je ne sais pas s'ils sont nombreux les Français, mais en tout cas, voilà, C'est bien ça. il sera présent. Alors Jean, on s'était vu l'année dernière Ouais. et tu m'avais dit, moi je veux que le Québec Mega Trail devienne une course référente en Amérique du Nord, aux côtés de la Western States et de l'Hard Rock 100. Ouais. Où est-ce que tu en es cette année? Est-ce que vous vous approchez de cet objectif-là? C'est quand même assez ambitieux comme projet. Il faut l'être. Mais on essaie. On essaie parce que vraiment, le marché naturel pour nous, si on peut appeler ça un marché, c'est les coureurs de l'Est des États-Unis. Puis à l'Est des États-Unis, il n'y a pas beaucoup de courses à grand déploiement. Donc, c'est pour ça qu'on essaie de prendre cette place-là entre la Western State et la Hard Rock. On pense qu'on est capable de le faire avec la qualité d'organisation qu'on a ici. Et puis, le manque un peu de courses dans l'Est des États-Unis, bien, en fait, il n'y a pas vraiment un manque, mais de grandes courses avec de grandes capacités, parce que ce qui est très spécifique aux États-Unis, c'est que les courses n'ont pas beaucoup de capacité pour accueillir beaucoup de participants. Oui, c'est vrai que la Western State, je crois, c'est à peine 400 coureurs. C'est à peine 400 coureurs, puis la Hard Rock, c'est 150 coureurs. Puis la raison de ça, c'est que aux États-Unis, dans les États, ils ont dans les constitutions, les parcs nationaux ont une limite de personnes qu'ils peuvent accueillir par jour. Donc, la Western State, entre autres, sur son parcours, traverse un parc national. C'est 4 km seulement, mais ils peuvent seulement accueillir 400 personnes par jour sur cette portion-là. C'est pourquoi ils ont des limites quand même assez serrées. C'est important effectivement de respecter aussi et de préserver ces zones naturelles, donc on le comprend parfaitement. Alors j'ai vu que vous avez créé des partenariats, notamment avec la Diagonale des Fous, avec une course avec qui je crois vous entretenez un lien un peu particulier. Oui, la Diagonale, c'est des gens qui sont très aimables. On a vraiment une belle relation d'amitié, en fait. C'est un peu comme je disais l'année dernière. C'est naturel pour nous. Évidemment, il n'y a pas la barrière de la langue, donc c'est assez facile. On a aussi un partenariat avec la Swiss Canyon Trail, qui est vraiment très bien aussi. Le directeur de course, c'est des gens qui partagent un peu les mêmes valeurs que nous. Et puis, cette année, on a créé un partenariat avec la Mute, la Madeira Ultra Trail. La Madère Ultra Trail plutôt, oui. Puis, c'est que des belles courses. Hein. C'est juste que des belles courses quand même, parmi les meilleures, les plus techniques du circuit. C'est que des courses magnifiques. Ben, on est vraiment contents de ça justement. Puis ça nous donne vraisemblablement à travers ces courses-là, ça nous donne une belle visibilité puis ça nous donne une belle résonance à travers le reste du monde. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour ce week-end, pour l'avenir? Pour ce week-end du soleil, j'aimerais. Parce que là, c'est chaud l'année dernière. Ouais. L'année dernière, je me souviens qu'on a vu une météo assez torride. Ouais. Là, cette année, peut-être une météo un peu plus clémente. Plus clémente, mais plus pluvieuse. Mais j'apprécierais pour l'équipe puis pour les bénévoles. Parce que les coureurs, en fait, on s'en soucie pas trop parce qu'à l'appui, ils sont capables. Mais c'est plus pour les bénévoles. Puis notre équipe de travail, c'est plus agréable quand il fait soleil. Puis pour l'avenir, écoute, de continuer à avoir autant de plaisir à organiser cette course-là, puis en accueillant autant des gens d'un peu partout, des différents gens, des personnes de différents pays pour justement faire des nouvelles rencontres. 16 nationalités, j'ai vu effectivement qui étaient présentes cette année sur le Québec Mega Trail. Pas mal de Français aussi, on a des auditeurs qui sont venus cette année, qui nous ont écrit, donc j'en profite aussi pour les saluer. Écoute, bravo en tout cas, parce que c'est une course qui est très très bien organisée. Il y a beaucoup de bienveillance aussi avec les bénévoles, les coureurs entre eux. Il y a une atmosphère qui est très festive, très humaine, très chaleureuse. Voilà, c'est ce qu'on attend en tout cas, c'est l'image qu'on a nous en France du Québec. Et c'est une course en tout cas qui est fidèle à cette image-là et à cette chaleur humaine que peuvent dégager les Québécois. Donc voilà, vraiment bravo pour ce que tu as créé. Merci beaucoup. Les amis, j'espère que vous en savez un peu plus sur le QMT. Ce que je vous propose, puisqu'il commence à faire tard, c'est qu'on aille se coucher et on se retrouve directement demain matin pour vous dans quelques instants sur la ligne de départ du QMT pour assister à la première course qui sera le 100 miles, le format Ultra Trail. Donc je vous dis à tout de suite.
du Québec Méga Trail. Ça y est, le départ du format 100 miles, le format phare de ce Québec Méga Trail vient d'être donné. Il faut savoir qu'il y aura plus de 10 courses qui vont partir tout au long du week-end. Ça va du 6 km donc au fameux 100 miles. C'est une course assez inclusive et donc ouverte à tous et à toutes. Ce que je vous propose maintenant, c'est de partir à la rencontre de la championne québécoise de trail, Marianne Hogan. À mon avis, certains d'entre vous la connaissent déjà puisque c'est la championne du Canada d'Ultra Trail. Elle a fait une 2e place cette année à l'UTMB. C'est certainement l'une des meilleures ultra-traileuses du monde actuellement. Donc on va essayer d'aller lui dire quelques mots. Allez, à tout de suite. Alors je viens de croiser Marianne Hogan. Alors ce nom vous dit certainement quelque chose puisque elle a terminé 2e du dernier UTMB, une 3e place aussi je crois à la Western States, championne du Canada, donc un palmarès très bien garni. Marianne, aujourd'hui au Québec Méga Trail, tu vas pas courir, tu vas donner le départ du 25 km. Pas trop frustrée quand même de ne pas pouvoir courir ici chez toi dans cette ambiance assez folle? Non, ça fait toujours plaisir de juste participer en tant que spectateur aux courses locales. Je m'entraîne beaucoup ici au Mont-Sainte-Anne, donc c'est cool de venir juste participer à l'ambiance générale et de voir la montagne se changer en course. Alors justement, toi qui connais bien les sentiers ici en Amérique du Nord, les sentiers en Europe, la culture aussi de la course à pied, la vision un peu du trail, qu'est-ce qui différencie ces deux continents? C'est une bonne question. Je dirais que le côté communautaire se retrouve dans les deux continents, mais moi, je ressens un attachement particulier pour la communauté québécoise là, qui est vraiment très forte là, pour tout ce qui est course en sentier. Mais c'est certain que la technicité des terrains ici, c'est différent. C'est sûr que j'ai pas fait trop de courses en Europe, mais c'est sûr que la technicité des terrains ici, justement, autour du Mont-Sainte-Anne, c'est très technique. Il y a beaucoup de racines, c'est boueux. C'est très humide aussi dans cette fin de semaine, donc c'est sûr que c'est des conditions qui sont différentes là, de ce qu'on retrouve en Europe. Alors nous, on a une vision des trails américains, plutôt rapides, plutôt plats, avec des coureurs qui sont assez puissants. Est-ce que cette vision, elle est juste? C'est différent au Québec, je te dirais. Au Québec, c'est là que tu vas retrouver beaucoup de roches, de racines, des feuilles. Et puis, ça fait que c'est différent aussi quand les Québécois vont se retrouver sur des trails aux États-Unis ou en Europe. On trouve que les courses sont très roulantes. Donc, je te dirais que non, ce qui différencie les trails au Québec, c'est leur technicité. Et puis, c'est ce qui fait en sorte que des fois, on peut se développer là, plus rapidement là, dans les sentiers, plus courants aussi par la suite. Alors, on dit souvent, j'ai parlé d'ailleurs avec un trailer amateur québécois et qui me disait, tu sais Guillaume, le trailer québécois, il a un mental parce qu'il est habitué à courir dans des conditions difficiles, il n'a pas peur d'aller courir même quand il fait froid, même quand il fait très froid, même quand il y a des moustiques, même quand il fait des fois très chaud et très humide. La nature ne nous fait pas peur. Est-ce que tu es d'accord avec lui? Oui, et puis il n'a pas mentionné l'hiver québécois aussi. On est prêt à toutes conditions parce que quand on court au Québec, des fois on va courir à moins 30 dans la grosse neige. Et puis c'est sûr aussi qu'on est habitué aux sentiers plus techniques. Donc je pense que quand on grandit en tant que trailer au Québec, on est prêt à affronter n'importe quelle condition. Donc toi, quand il y a le pack grand froid à l'UTMB, ça te fait un peu sourire? En fait, ça me réjouit. Tu penses que c'est un avantage même sur tes poursuivants? Ouais, je pense que oui. Le 0 degré à l'UTMB me fait pas peur à comparer du moins 30, moins 40 qu'on a parfois ici. Alors justement, nous en France, c'est vrai que quand on entend des athlètes pouvoir courir sous moins 30, moins 20, moins 40, ça nous semble complètement dingue. Concrètement, comment est-ce que vous faites pour faire face à ce froid? En fait, quand on s'habille adéquatement, il n'y a pas de problème avec le froid. Même que je pense que j'ai jamais eu froid, même à moins 30. Là, il faut juste s'assurer qu'on couvre bien notre visage. C'est vraiment ce qui fait qu'on a le plus froid. Mais de façon générale, si tu mets assez de couches, t'as pas froid du tout, là, même à moins 40. Alors, on va parler un peu plus de toi maintenant, de tes performances. Une 2e place à l'UTMB, c'est quand même une performance, c'est quand même extraordinaire. Est-ce que tu t'attendais à être à si haut niveau sur une course si prestigieuse? Comment est-ce que tu as vécu cette performance incroyable? Ça s'est bien vécu. En fait, je l'espérais. Je pense que l'année passée, j'étais dans une grande forme. Et puis, je voulais miser là-dessus pour ma performance à l'UTMB. C'est sûr que ça a été incroyablement agréable. J'ai adoré l'expérience. En fait, les spectateurs à l'UTMB et en Europe, c'est vraiment différent d'ici aussi. Il y en a partout sur le parcours. Puis, j'ai adoré l'expérience. Donc, c'est sûr que je m'y attendais pas nécessairement, mais j'espérais que je pouvais avoir une belle journée. Puis, c'est ce que j'ai pu faire. Selon toi, quelles sont les qualités nécessaires qu'il faut savoir développer pour briller justement sur une course comme l'UTMB?
Ben, sur l'UTMB, comme n'importe quelle course, je pense que la qualité numéro 1, c'est si tu aimes ce que tu fais. Je pense que dans un ultra, ça va être très difficile de te pousser au plus profond de toi-même si tu n'aimes pas ce que tu fais. Puis moi, j'adore courir, j'adore être en sentier. Puis je pense que c'est ce qui fait en sorte que même quand les choses ont été très difficiles durant l'UTMB, j'ai pu pousser au travers parce que les derniers 40 km, j'ai eu une déchirure au psoas. Donc je pense que c'est vraiment, plus tu vas développer tes capacités physiques en premier, mais le mental va prendre le dessus. Puis c'est là-dessus qu'il faut vraiment miser là, dans le développement du sportif. Alors on a vu que cette année c'est quand même allé très très vite sur l'UTMB, 2 athlètes en moins de 20 heures. On voit aussi sur les premiers kilomètres, sur les 15 premiers kilomètres, des vitesses complètement folles. On parle pour les garçons, des fois ça va à 16, 17, 18 km/h. Est-ce que tu remarques toi aussi qu'il y a vraiment la rapidité, la puissance pour les trailers, c'est quelque chose aujourd'hui quasiment indispensable pour performer? Oui, je pense. Ça dépend sur quelle course, mais c'est sûr que plus le parcours est roulant, comme l'UTMB, qui est moins technique, je pense que ça peut te rendre très utile. Puis aussi, c'est plus tu vas être capable de courir comme ça dans les vitesses plus rapides, plus ça va être facile pour toi de courir à un pace d'ultra trail. Donc oui, je pense que de plus en plus, les trailers, les ultra trailers peuvent bénéficier là, de vitesse dans leur entraînement. Alors, évidemment, on va se tourner un peu vers l'avenir maintenant. Où est-ce qu'on va te voir? Peut-être du côté, je sais pas, de la Diagonale des Fous, parce qu'ici, tu sais qu'il y a un accord avec cette course-là. Est-ce qu'il y a une course un peu qui te fait rêver ou tout simplement, toi, ça est à cocher, tu seras en septembre à l'UTMB à Chamonix? Où est-ce qu'on va te voir? En fait, en ce moment, je suis en train de guérir tranquillement d'une fracture de stress du pubis. Donc, je ne sais pas encore quels sont mes plans. Mon seul plan pour le moment, c'est de récupérer puis de guérir. Mais je peux pas dire, en fait, la prochaine course que je vais pouvoir avoir sur le calendrier parce que c'est mon focus en ce moment. Bon, alors déjà, on te souhaite un très bon rétablissement. Mais, allez, est-ce qu'il y a quand même des courses comme ça qui te font rêver, que tu as envie de mettre à ta liste? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ah oui, c'est sûr que la Transvulcania, ça m'intéresse beaucoup. J'aimerais ça aller aussi faire des courses en Australie ou en Nouvelle-Zélande. En fait, pour moi, l'Ultra Trail, c'est aussi l'opportunité de voyager puis de découvrir des nouveaux endroits. Puis courir un 100 miles dans un nouveau pays, c'est vraiment important pour moi. Donc, soit un Transvulcania ou les îles de Madère aussi, là, ça m'intéresserait beaucoup, là, le Mute. C'est quoi pour toi un bon ultra, un bon trail? Quelles petites conditions il faut réunir? Moi, j'aime plus les parcours roulants que les parcours techniques, mais quand même, j'ai quand même un plaisir avec les parcours techniques. Mais je dirais un beau parcours roulant qui a quand même beaucoup de dénivelé parce que j'aime beaucoup les descentes. Mais franchement, un parcours idéal, ça ressemble beaucoup à l'UTMB, là, quelque chose qui est très long, qui est très demandant, qui est très exigeant, et puis qu'on ne sait pas trop en fait à quoi vont ressembler les conditions météorologiques. Puis en même temps, que c'est dans un super endroit. Là, je pense que tu peux pas avoir mieux que ça. Bon écoute, merci infiniment d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Ça a été un plaisir de faire connaissance parce qu'on ne se connaissait pas encore. Donc tu vois, il m'a fallu venir au Québec pour te découvrir. Et puis j'espère te revoir très bientôt sur une course. Ça a été un plaisir de discuter avec toi. Et puis je te dis à très bientôt. Merci beaucoup, bonne soirée. Alors je viens de rentrer à mon hôtel. Ça a été un plaisir déjà de discuter avec une championne comme Marianne et puis d'assister à ce départ. Parce que voilà, les départs de course en Amérique du Nord, je peux vous dire que c'est quand même quelque chose d'assez festif. Si vous voulez voir des images de la course, des vidéos, et ce que je vous invite de faire, c'est de vous rendre sur notre page Instagram. Comme on dit ici, on a fait pas mal de vidéos de la forêt boréale, des berges du fleuve Saint-Laurent. Donc pour avoir une idée plus précise des paysages, allez faire un tour sur notre page Insta. Et en plus, on va vous faire gagner un pack avec des produits locaux issus du terroir québécois, puisque l'Office du tourisme nous a offert du sirop d'érable, mais alors du sirop d'érable de très grande qualité. On a aussi du beurre d'érable, des confiseries, de la viande séchée québécoise. Ici, ça fait un malheur. Et on a même ajouté quelques petites confiseries qu'on a trouvées par-ci par-là dans les petites boutiques. Évidemment, nous, on est déjà très chanceux de vivre cette expérience ici au Québec. Donc, on va vous faire gagner, bien sûr, ce petit pack. Il est pour vous. Et pour gagner, c'est très simple. Allez sur notre page Insta, vous commentez la publication de l'épisode du jour en nous disant par exemple ce que vous avez pensé de la course du Québec, si vous avez envie de venir, vous nous mettez un petit mot et puis vous ajoutez, ça c'est la consigne secrète, comme ça seulement celles et ceux qui écoutent cet épisode vont pouvoir jouer et ça va éviter tous les opportunistes. Et la consigne secrète, c'est que après votre commentaire, vous finissez par vos initiales. Attention, on vérifiera que ce sont les bons avant de vous l'envoyer. Et puis comme ça va limiter les concouristes, on va les éviter et il y aura seulement ceux
qui ont écouté cet épisode. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve dans quelques instants. Moi, je vais aller me reposer et on se retrouve juste après demain avec deux athlètes de très haut niveau québécois. Jean-Philippe Thibaudot, alors lui, c'est pas n'importe qui, il a gagné le QMT 50 et il a un parcours assez atypique puisque à la base, c'est un champion de triathlon québécois et maintenant il s'est reconverti sur trail. Et on sera aussi avec sa compagne, une autre athlète olympienne, Anne-Marie Como. Alors elle a un profil aussi atypique puisqu'elle vient des sports d'hiver et maintenant elle s'est reconvertie sur la course sur route. Elle vise notamment une qualification au marathon de Paris 2024 dans l'équipe nationale canadienne. Et puis elle fait aussi du trail. Elle a même gagné le QMT sur le format 25 km. Donc elle passe un peu du bitume au sentier et elle va nous expliquer un peu comment est-ce qu'elle s'entraîne pour être aussi performante sur trail que sur route. Et en plus, ils m'ont donné rendez-vous, tenez-vous bien, dans un petit restaurant qui fait les meilleures poutines de la région. Vous savez, ces plats typiques québécois. Donc on va un peu parler de ce que ça représente pour eux et puis de leur parcours. J'ai hâte d'y être, je vous dis à tout de suite. Alors je viens de retrouver Jean-Philippe Thibaudot et Anne-Marie Como. Alors pour vous donner un petit peu de contexte pour les auditeurs qui nous écoutent actuellement, on se trouve dans un restaurant qui s'appelle le Shack à Patates. Donc c'est un petit restaurant où on prépare la fameuse poutine. Et ça c'est un peu, j'ai l'impression, la tradition au Québec après une course ou après un entraînement de venir manger une poutine. Jean-Philippe, ça veut dire quoi poutine d'ailleurs ? En fait la poutine, ça vient du mot pudding. C'est vraiment... on pourrait dire un garrochage d'un mix assez étrange, qui peut paraître très étrange, mais en réalité, c'est très simple. C'est frites, fromage et une sauce brune. Et le fromage, c'est du fromage en crotte, comme on dirait en bon québécois. Donc, je ne sais même pas comment on pourrait dire ça. C'est fromage en grains, mais on aime bien dire du fromage en crotte ici au Québec. Et puis, c'est quand même drôle parce que chaque village, chaque ville dit que la poutine vient de chez eux. Et, mais la meilleure, ça reste à Victoriaville. Là, donc, Est-ce que, Anne-Marie, c'est un plat que tu apprécies, toi, la poutine ? Est-ce que c'est quelque chose que tu aimes bien manger ? Parce que c'est vrai que ça peut paraître un peu étrange pour quelqu'un qui n'est pas québécois, de mélanger de la sauce avec des frites, avec du fromage. Ça paraît un peu particulier. C'est sûr que c'est très particulier, mais honnêtement, moi, j'adore le mix que ça donne. Puis c'est sûr que j'aime manger de la poutine, pas à chaque semaine, mais une fois de temps en temps, intégrer ça dans mes mets, j'adore. Et au niveau énergétique, est-ce que c'est un plat qui permet la bonne récupération ? Est-ce que c'est un plat où il y a tous les bons oligo-éléments ? Qu'est-ce qu'il en pense, le nutritionniste diététicien de la poutine ? Souvent, je dirais pas que c'est le meilleur plat de récupération à manger à tous les jours, mais souvent dans les vraies cantines québécoises, c'est des vraies patates. Donc, tu sais, c'est pas nécessairement la meilleure chose pour la santé, mais c'est quand même mieux que des patates achetées congelées à l'épicerie. Puis souvent, le fromage... C'est la protéine. C'est du fromage, exactement. Puis la sauce, c'est peut-être la chose la moins santé. Il faut un peu de gras aussi, hein? Exactement. Donc, je mangerai pas ça tous les jours, mais c'est super réconfortant après une belle compétition. Alors Jean-Philippe, toi tu viens du monde du triathlon. Le triathlon c'est pas évident, hein. Il faut s'entraîner sur 3 sports, la natation, le cyclisme et la course à pied. Aujourd'hui tu as fait une bascule sur le trail. Alors c'est quoi le plus dur entre les deux ? ce qui est drôle en fait, c'est que j'avais quitté le monde du triathlon parce que je trouvais que c'était trop d'heures d'entraînement. Puis maintenant j'en fais plus en m'entraînant pour l'ultra trail. C'est sûr que une des choses que j'aime beaucoup de l'ultra trail, c'est que tu peux mixer route et trail, évidemment, mais tu as beaucoup de facteurs aussi. Il y a tellement de choses à travailler dans l'ultra, que ce soit la nutrition, l'hydratation, le D+, le D-, la technique, la vitesse, l'endurance, versus le triathlon que, en fait, c'était beaucoup de travail aussi, mais c'était dur, je trouve, d'être parfait dans 3 sports. Alors Anne-Marie, toi tu as remporté le QMT 25, tu fais pas mal de trail, mais ta particularité c'est que tu es aussi une coureuse sur route, notamment sur marathon, et d'ailleurs tu vises une qualification pour Paris 2024. Qu'est-ce que ça représente pour toi d'aller à Paris ? Est-ce que c'est un objectif important ? C'est un très très gros objectif. Je vais préparer, je me lance dans une préparation marathon dans le fond, pour le reste de l'été jusqu'en octobre, parce que j'aimerais ça faire le marathon de Toronto, qui est le 14 octobre, si je ne me trompe pas. Donc, c'est sûr que j'ai beaucoup de travail à faire, mais je pense que c'est un objectif que si jamais c'est pas à Paris, c'est peut-être les prochains qui pourraient être un peu plus réalistes, mais je vais tout donner pour voir qu'est-ce que je peux faire sur
sur les Jeux pour 2024. L'une des difficultés, Anne-Marie, quand on vient de la route, c'est les descentes, parce que souvent, on est face à des trailers qui, eux, maîtrisent parfaitement l'art de la descente, et souvent, nous, on peut avoir un peu peur de se blesser, de se faire mal. Toi, est-ce que c'est un point faible ou un point fort chez toi, justement, la descente? C'est un gros point faible. Oui, j'ai pas assez confiance en moi, tout simplement, probablement à cause que j'ai pas assez d'expérience dans les compétitions de trail. Puis on dirait que, comme on dirait en québécois, je mets pas la switch à off, donc ça veut dire que je pense un peu trop quand je descends, donc c'est comme ça me limite un petit peu à aller vite. Mais c'est quelque chose qui se pratique aussi, puis je pense que j'ai des bonnes trails pour me pratiquer au Québec, c'est quand même des trails techniques, donc si je fais des entraînements un peu plus vite en descente, je pense que je peux réussir à m'améliorer pour ça. Et j'ai toujours considéré que les montées, c'était ma force en trail. Donc, si je réussis à améliorer les descentes, ça va quand même payer, je pense, pour les distances plus ou moins longues en trail. Jean-Philippe, Anne-Marie, tous les deux, vous êtes athlètes élite au Canada, au Québec et au Canada. Comment ça se passe un peu le circuit professionnel? Est-ce que vous êtes aidé par les fédérations? Est-ce que vous avez des sponsors? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu de l'économie du running au Québec et plus largement au Canada? Ouais, c'est pas une question facile à répondre. C'est sûr que Anne-Marie est une meilleure athlète que moi, évidemment. Donc, c'est vrai que c'est pas une question facile, mais on a du soutien au Québec, au Canada, oui. Il y a des fédérations qui peuvent supporter, oui, exactement. Les fédérations québécoises d'athlétisme peuvent payer pour des compétitions, des bourses, mais c'est pas des gros montants. Donc ça, c'est sûr qu'on peut pas juste se fier sur ces fédérations-là pour faire notre sport. Puis je pense que le sport professionnel, être 100% athlète au Québec, c'est très difficile. C'est pas... faut vraiment que tu sois comme un autre niveau et on peut pas... Il y a beaucoup de monde au Québec qui travaille comme au championnat du monde. On était toute une équipe qui travaillait finalement, puis on n'avait pas on n'avait aucun athlète qui était juste professionnel. Puis au final, fallait quand même payer une bonne partie du voyage aux mondiaux de trail pour avoir accès finalement comme à l'hébergement, à notre billet d'avion et tout. Donc ça montre un peu aussi que le soutien, il pourrait être meilleur, en trail surtout, mais en route aussi. Puis présentement, on n'a pas beaucoup de sponsors, sauf quelques-uns. Plus petit un peu, mais en termes de souliers, on n'a pas de sponsor. Fait que donc, c'est il faut être un peu débrouillard. Oui, exactement. Puis il faut vraiment être proactif sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est aussi... ça peut devenir une job à temps plein quasiment, là, être vraiment impliqué sur les réseaux sociaux puis être présent, bon et attirer une clientèle. Donc, c'est pas toujours évident là, pour aller chercher les sponsors. Anne-Marie, toi qui es extrêmement polyvalente, qui a une carrière dans le ski, qui a une carrière sur semi-marathon, demi-marathon, sur marathon, qui maintenant s'exprime très bien sur trail, qu'est-ce que tu dirais aux coureurs amateurs qui ont déjà fait des 10 km, des semis, des marathons, et qui aimeraient se lancer justement sur trail pour diversifier un peu leur pratique, pour se faire plaisir, mais qui peut-être hésitent parce qu'ils ont un peu peur ou ils se demandent si vraiment c'est leur place. Qu'est-ce que tu leur dirais pour peut-être les rassurer? C'est sûr que je leur conseillerais de toucher la trail si ça les intéresse. C'est quand même un sport, la variété, autant, moi j'apporte beaucoup de variété dans mon entraînement, autant courir sur route, sur trail, je fais beaucoup de vélo, encore beaucoup de ski de fond, beaucoup de ski de randonnée en montagne. Puis je pense que ça l'amène, ça permet de garder le fun aussi. Donc pour les coureurs amateurs, c'est ça qui est important, beaucoup dans l'entraînement, dans les compétitions. Pour pas s'ennuyer, pour exactement. Pas se lasser. Puis la route, ça peut devenir, c'est tout le temps la même chose. Le risque de blessure est très élevé aussi sur route. Donc je pense qu'emmener la trail dans l'entraînement, ça peut être super bénéfique. Côté, courir en trail, c'est plus mou. C'est plus doux pour les articulations. Donc ça, je pense que ça peut être un point très positif à inclure dans l'entraînement du monde. Et est-ce qu'il y a un peu de rivalité entre les trailers, les coureurs sur route, les triathlètes, ou est-ce que finalement, au Québec, tout ce petit monde se mélange bien? Vu que les compétitions, c'est dur comme question, mais vu que les compétitions, on fait pas les mêmes compétitions en route et en trail, je pense que le monde de trail se rejoignent, puis le monde de route se rejoignent, sauf quelques rares personnes qui font les deux.
Mais le monde de la trail au Québec, c'est vraiment un beau monde, relax. Le monde aime ça, beaucoup... Bienveillant. Oui, exact. Puis c'est une belle communauté aussi, de se rejoindre après les courses, des fins de semaine comme le QMT. En route, on n'en a pas beaucoup au Québec, ça n'existe pas. Donc ça, c'est super le fun d'avoir une fin de semaine comme ça avec plein de monde. Le monde sont de bonne humeur. Donc ça, c'est un bel aspect de la trail au Québec. Bon, en tout cas, on ne peut que recommander à nos auditeurs de venir faire un petit tour justement sur les sentiers québécois parce que ça vaut vraiment du bien. Écoutez, merci à tous les deux en tout cas. Ça a été un plaisir de pouvoir discuter avec vous. Et puis, j'espère vous revoir en 2024 à Paris puisque c'est un peu l'objectif. Oui, effectivement, j'espère, mais je vais tout faire. Et voilà, c'est déjà le moment de se quitter. J'espère que ce petit voyage au Québec vous a plu. C'était un nouveau format qu'on essaiera d'améliorer au fur et à mesure des épisodes. Si bien sûr, l'idée de découvrir un pays, une culture à travers le prisme de la course à pied vous plaît, nous tenons particulièrement à remercier toutes les équipes organisatrices du QMT. Ils ont tous été extrêmement accueillants, gentils, attentionnés avec nous et on a passé un moment délicieux. Merci en particulier à Jean, à José, à Charles et à Myriam. Ils nous ont tous beaucoup aidés dans la réalisation de cet épisode. Merci également à l'Office du tourisme de Charlevoix et du Québec pour leur accueil. On se retrouve dès vendredi prochain pour un épisode capsule autour du ravitaillement, de la nutrition dans l'endurance et en particulier sur trail. À la semaine prochaine et portez-vous bien.